Bonsoir à tous. Notre invité ce soir est journaliste. Il est écrivain, directeur général du groupe Fraternité Matin. Venance Kona, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. La dernière fois que je vous ai vu, nous étions en Côte d'Ivoire sous la Deuxième République et nous étions à la veille de la réélection du président Ouattara. Comment va la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui sous la Troisième République et après la réélection du président Ouattara? Je dirais que ça va mieux. Oui. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Surtout après ce qui s'est passé il y a 2 jours, oui. On se rend compte qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Il y a 2 jours, il y a eu une inondation, il y a eu 20 morts. Oui. C'est la première fois qu'on voit ça en Côte d'Ivoire. Et je m'incline d'abord devant toutes ces personnes-là qui sont parties, toutes ces personnes qui ont perdu leur bien. Et ça montre qu'au niveau de l'urbanisation, on a beaucoup de choses à corriger. Comment expliquez-vous qu'un tel drame puisse encore se produire aujourd'hui? C'est étonnant parce que c'est le même jour où j'ai pris l'avion. Oui. Il pleuvait, une petite pluie de rien du tout. Ça n'a inquiété personne, pas moi en tout cas. Oui. Et j'arrive à Paris et puis j'apprends le lendemain qu'il y a 20 morts. Oui. J'ai dit, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que nous sommes totalement indisciplinés, nous, Abidjanais. On construit là où il ne faut pas. Il y a les caniveaux qu'on a mal entretenus. Ça, c'est la faute à l'État, si je peux dire. Oui. L'État, les collectivités locales, etc. Quand on voit les caniveaux à ciel ouvert, encombrés de pneus, de frigos, de tout ce qu'on... Tout ce dont on se débarrasse, voilà, ça crée ça. Alors, s'il n'y a pas des endroits où on peut aller se débarrasser de nos déchets, au bout d'un moment, les populations excédées vont les déposer au bord de la route. Il y a des endroits, sauf que nous sommes indisciplinés, les gens les jettent, sinon il y a des poubelles qui sont là. Dans tous les quartiers, il y a des poubelles, il y a des camions de ramassage qui viennent. Sauf que, voilà, les gens préfèrent jeter parfois dans les caniveaux. Et surtout, ils construisent là où il ne faut pas, sur certaines emprises. Et puis, il y a des endroits qui sont inconstructibles, mais on voit des opérations immobilières se créer là. Il y a une image qui circule sur Internet depuis quelques jours, pas loin de mon quartier d'ailleurs, à Bégerville, où dans une espèce de bas-fond, dans un trou, quelqu'un a construit des villas à l'intérieur. Absolument. Oui. On sait très bien qu'il y aura un drame là un jour. Mais pourquoi l'État de votre pays laisse faire? C'est la grande question. Et sur ce point-là, j'ai dit, il y a une faiblesse au niveau de la gouvernance. Il y a des choses qu'on ne doit pas laisser faire. Voilà. Il faut que, pour que les téléspectateurs comprennent bien votre point de vue, vous n'êtes pas en train de condamner les populations toutes seules en disant c'est leur faute, mais vous êtes en train de dire chacun a sa part de responsabilité. L'État a sa part de responsabilité, les collectivités locales ont leur part de responsabilité, et chacun de nous, individus que nous sommes, nous avons aussi notre part de responsabilité à cause de notre indiscipline, à cause de notre tendance à tout jeter dehors et à boucher les caniveaux. J'ai vu à la une de votre quotidien que le président a dû prendre des mesures d'urgence. Oui, il était en voyage, il est rentré en catastrophe. Il a pris des mesures. On espère qu'elles vont être appliquées et que cette fois-ci, l'État et tout le monde sera suffisamment ferme pour que ces décisions-là soient appliquées. Je sais que vous n'aimez pas parler de politique. Chaque fois que je vous invite, vous n'aimez pas parler de politique. Vous dites, moi, je suis d'abord un manager et donc je ne m'occupe pas des choses politiques. Mais on va évoquer quand même quelque chose. Et depuis quelques jours, on parle beaucoup de la Côte d'Ivoire, du fait de votre président qui a accordé une interview à nos confrères de Jeune Afrique, pour ne pas les citer. C'était juste une petite phrase. Il a laissé entendre qu'en 2020, il pourrait... il prendra sa décision en 2020, mais il pourrait se représenter puisque la nouvelle constitution l'autorisait à se représenter encore pour 2 mandats. Polémique, comment la presse dans votre pays a-t-elle traité cette question? Il y a 2 tendances, vous connaissez la presse ivoirienne. Oui. Il y a 2 grosses tendances, il y a les pros et les anti. Oui. Évidemment, les pros, ils ont applaudi. Les pros Ouattara, ils ont applaudi. Les anti sont déchaînés. Ils ont dit que ce n'est pas possible et que, selon la constitution... M. Ouattara n'a plus le droit de faire 2 mandats. Donc tous les juristes de Côte d'Ivoire, les apprentis, les grands, les moyens juristes, on leur a donné tout la le parole. monde s'est déchaîné, chacun a donné son point de vue. On attend que le Conseil constitutionnel tranche. Je crois que c'est ce qu'on peut dire là-dessus. Oui, c'est au Conseil constitutionnel de trancher la question quand on sera à ce moment-là et rien ne dit que le président pourra se représenter. Bon, on attend. Hein. Pour le moment, le président dit que la nouvelle constitution lui permet de se présenter. Beaucoup de gens disent que ce n'est pas vrai. D'autres disent que c'est vrai. Je crois que c'est l'arbitre qui est le Conseil constitutionnel qui peut nous départager. Est-ce que c'est une déclaration qui porte des germes de division de la société ivoirienne, par exemple? Moi, je dirais que la société ivoirienne est divisée depuis longtemps. Hein, entre les pro-Gbagbo qui sont toujours là et qui ne veulent pas du tout sentir M. Ouattara. Il ne faut pas qu'on se cache les choses. Et puis, il y a tous ceux qui admirent M. Ouattara et qui le soutiennent.
Ça, je crois que ce que nous n'avons pas réussi à faire, c'est faire en sorte que ces deux groupes-là se mettent ensemble. Oui. On n'a pas réussi. Et cette décision de M. Ouattara, effectivement, ça a soulevé la colère de tous ceux qui espéraient qu'en 2020... Ce serait leur tour. Voilà. Et pourquoi dans votre pays, à chaque décision, il y a toujours comme une polémique qui naît? Lorsqu'on a installé le Sénat, ça a été la même chose. Les gens ont dit oui, on n'était pas prêts, on ne nous a jamais expliqué ce qu'était le Sénat, et voici qu'un Sénat existe désormais. Moi, la polémique en elle-même ne me pose pas problème. C'est normal que les gens débattent. Oui. C'est normal que les gens disent leur point de vue. Tant qu'on en reste au débat, je pense que c'est quelque chose de sain. Dans une société, il faut bien qu'on débatte. Oui, on décide de créer un Sénat. Si les gens ne sont pas d'accord, qu'ils le disent. C'est leur droit. Oui. Et puis, si le président veut se présenter pour un troisième mandat, si les gens ne sont pas d'accord, qu'ils le disent. Moi, ça ne me pose pas de problème. Mais il faut que le débat soit sain et que ça reste au niveau des débats et qu'on n'aille pas plus loin. Oui, qu'on ne reste... c'est un débat d'idées, restons-en au débat d'idées. On n'a pas entendu dans cette polémique l'allié de toujours, le PDCI. Et il y a juste 2 jours, le PDCI sort d'un congrès et nous explique que le RHTB, donc pour que nos téléspectateurs comprennent, au début... le PDCI et le RDR du président Ouattara vont faire alliance pour se retrouver dans le rassemblement des oufouettistes. Et donc, ils vont prendre le pouvoir ensemble, repartir pour un 2e mandat. Sauf qu'ils ont décidé de faire un mandat, un parti unifié. Ils ont même signé un protocole d'accord, etc. Oui. Désormais, le PDCI dit, moi... Je ne me dissous pas dans le RHDP avant 2020. C'est de la tactique, ça, non? C'est très compliqué, leur histoire. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui n'est pas tout à fait juste. Vous avez dit qu'on n'a pas entendu le PDCI. Oui. On a entendu le PDCI sur le 3e mandat. Je crois que l'opposition la plus violente est venue d'une frange du PDCI qui est totalement opposée au 3e mandat de M. Ouattara. Parce que le PDCI estime que c'est son tour. Ils disent que dans l'appel de Daoukro de 2014, il y aurait eu un accord pour que le PDCI soutienne M. Ouattara en 2015 et qu'en 2020, le RDS s'éclipse au profit du PDCI. Oui. M. Ouattara a dit dans cette interview que vous avez citée tout à l'heure qu'il n'a jamais fait cette promesse au PDCI. Oui. Le PDCI dit on lui a fait cette promesse-là. Qui a raison, qui a tort, je n'en sais rien. Toujours est-il que le PDCI estime que c'est son tour et une bonne partie du PDCI est contre le 3e mandat de M. Ouattara. L'appel de Daoukro, peut-être il y a des gens qui ne suivent pas l'événement. En fait, c'est à ce moment-là que le président Bédié, l'ex-président de Côte d'Ivoire et président donc du PDCI, va appeler à renouveler le mandat donc, du président Ouattara. On était le 17 septembre à Daoukro. Moi-même, j'y étais. C'est pour ça qu'on dit l'appel de Daoukro. Voilà. Le président Ouattara avait visité cette région-là. Et le dernier jour du meeting, M. Bédié a pris la parole pour dire qu'il appelle ses militants à soutenir massivement M. Ouattara. Donc, le PDC ne présentait pas de candidat. Et donc, tout le monde soutenait M. Ouattara pour l'élection 2015. On était à 1 an de cette élection-là. Et puis, il a proposé qu'il y ait l'alternance en 2020. C'est-à-dire qu'ils forment le parti unifié, mais étant entendu que le prochain candidat sera du PDCI. C'est ce qu'ils disent. C'est ce que M. Ouattara, M. Bédié a dit publiquement. Oui. Mais est-ce qu'il y a eu un accord entre les deux et que M. Ouattara a dit oui, je ne sais pas. En tout cas, M. Ouattara dit qu'il n'a pas fait de promesse à M. Bédié. C'est ce que nous savons. Et donc, on suivra ça parce que s'il y a guerre entre les deux alliés, les alliés d'hier, ils pourraient se retrouver face à face lors de la présidentielle. Est-ce qu'il y a un risque de les voir présenter chacun un candidat pour la présidentielle, par exemple? Il y a des risques. Je ne sais pas si on peut appeler ça risque, mais la possibilité que chacun présente son candidat est bien réelle. Je crois que le PDCI est décidé à présenter son candidat. Oui, ils le disent d'ailleurs, ils disent qu'ils iront pour l'alternance eux-mêmes en présentant leur propre candidat. Mais je me suis dit peut-être qu'ils sont en train de bluffer, entre guillemets, non? Ils veulent le faire, mais est-ce qu'en même temps, ils ne vont pas finir par s'entendre? C'est possible. Mais il y a une frange qui est vraiment décidée à présenter un candidat du PDCI. Maintenant, qui sera-t-il? On attend de savoir. On suivra ça avec beaucoup de passion. Et vous êtes à Paris parce que vous participez à un forum. Le Forum des diasporas. Le Forum des diasporas qui se déroule à partir de demain. Au Palais des Congrès, effectivement. Et pourquoi il est important de faire un forum sur les diasporas? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de chercher, comme depuis toujours d'ailleurs, on cherche les voies et moyens de permettre à l'Afrique de se tenir debout. Et l'une des voies qu'un groupe veut explorer, c'est l'apport des diasporas. C'est vrai que les diasporas apportent beaucoup, déjà, sur le continent. Mais comment organiser cela? Comment
redynamiser cela pour que ce soit effectif, pour que cet apport-là soit concret. C'est ça l'objet de ce forum-là. Oui. Il y aura plusieurs hommes politiques de France et d'Afrique, oui. et beaucoup d'hommes d'affaires et autres. Il y aura des tables rondes, des rencontres B2B, pour voir ensemble comment faire en sorte que ce soit plus profitable au continent. J'ai entendu un mot de votre bouche. Je n'avais pas prévu en parler, mais là, j'ai entendu debout. Et ça fait tilt dans ma tête. Et j'ai pensé à votre dernier ouvrage, sorti en mars dernier et publié aux éditions Michel Lafon, et dont le titre était, d'ailleurs, « Si le noir n'est pas capable de se tenir debout, laissez-le tomber ». Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas l'empêcher de se tenir debout. C'est quoi le but de cette provocation? Ce n'est pas une provocation, mais c'est pour demander aux Africains qu'il est temps d'arrêter de tendre la main comme un gamin. Il est temps d'arrêter de mendier. Il est temps de se prendre en charge. Nous avons les capacités intellectuelles et physiques de nous prendre en charge. Oui. Et nous le pouvons et nous le devons. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai été invité à ce forum-là. Vous dites, arrêtons de tendre la main. Oui. Vous traitez la question de l'aide comme ça. J'estime qu'il y a une certaine aide qui infantilise l'Afrique. Quel genre d'aide, par exemple? Écoutez, j'ai vu quelque chose, et mon livre débute d'ailleurs sur ça. Oui. C'est au Bénin où j'ai vu... Vous citez l'exemple du Bénin, oui. Il y a 4 WC. Que la coopération a contribué Pas contribué, c'est écrit dessus, financement, coopération française. Vous n'êtes pas charitable avec vous allez dire que c'est peut-être un petit exemple. Oui. Mais j'ai vu la même chose en Côte d'Ivoire. Construction de WC, financement Union européenne. J'ai dit, soyons sérieux de temps en temps. On a besoin d'aide, certes. Oui. Mais il y a des choses que nous pouvons réaliser par nous-mêmes. Et le jour où nous, Africains, on commencera par penser et à essayer de réaliser des choses par nous-mêmes, on sera sans doute surpris. Parce que nous avons les capacités. Même les moyens financiers dont on parle, on en dispose. Sauf que c'est mal utilisé. Qu'est-ce qui nous empêche? C'est la question. Qu'est-ce qui nous empêche? C'est parce que nous-mêmes, nous nous sommes dépréciés. On ne se considère même pas comme capable de. On tend la main parce que aller construire des WC, franchement, qu'est-ce qu'il y a de plus basique que ça? Mais l'idée même de le faire par nous-mêmes ne nous traverse pas l'esprit. C'est ça notre drame. Vous êtes révolté par ça? Je suis révolté parce que... Par cette apathie de se dire, bon, on va attendre toujours l'aide de l'extérieur pour pouvoir faire... Rien, on est obligé d'attendre. Mais pourtant, nous pouvons et nous devons. Parce que le reste du monde ne va pas nous tenir par la main indéfiniment, cher ami. On nous tient par la main en ce moment? Mais oui. On nous tient par la main, on est là comme des oisillons, on ouvre le bec et puis on nous met dans la bouche. Non, arrêtons. Respectons-nous, disons-nous que nous pouvons nous aussi. Nous aussi, nous pouvons bâtir nos pays. Nous aussi, nous pouvons nous lever et puis regarder les autres droit dans les yeux. C'est ça que nous devons faire. Mais lorsque vous passez tout votre temps à tendre la main, mais les autres ne vous respectent pas. Et l'Afrique, c'est totalement renié. Quand vous reniez votre culture, votre cosmogonie, votre façon de vivre, même votre couleur, mais à un moment donné, comment vous ne voulez pas que les autres vous méprisent? Vous êtes assez dur, non? Il faut qu'on soit dur avec nous-mêmes pour qu'on puisse avancer. Parce qu'il est temps qu'on avance. Et je l'ai dit, les autres vont nous laisser tomber un jour. Parce que quand on voit les défis qui nous attendent, le réchauffement climatique, l'océan qui est pollué, la surpopulation, etc., vous croyez que les autres vont passer le temps à nous tenir par la main? Non, ils vont se battre pour eux-mêmes. Et s'il le faut, on dit que les dernières terres arabes sont en Afrique. S'il faut éliminer une partie de ces Africains-là pour occuper les terres, ils vont le faire. Ils l'ont déjà fait aux États-Unis. C'est grave ce que vous dites. Ils l'ont fait en Amérique. Et vous avez inspiré donc le président Paul Kagame, alors? C'est moi qui l'ai inspiré. Vous l'avez entendu, il a dit qu'il est temps l'Afrique n'a pas besoin de babysitter. Oui, c'est ça. J'ai écouté aussi le président ghanéen. Mais mon livre est sorti avant Kagame. Ils ont dû lire votre livre discrètement. J'espère bien. Ou bien on leur a fait des fiches. Alors, je pense qu'ils sont capables de réfléchir par eux-mêmes. M. Kagame fait partie des gens que j'admire beaucoup. Tout comme le président de Ghana. C'est des réflexions que nous devons avoir maintenant. Comment est-ce que nous pouvons nous prendre en charge? Comment nous pouvons nous tenir debout? Je ne dis pas qu'il faut renier l'aide qu'on peut avoir avec les autres. Je dis bien, quand on vit en société, c'est parce qu'on veut pouvoir s'entraider. Mais que nous, Africains, on ne passe pas notre temps à attendre que ce soit les autres qui fassent tout pour nous. Et surtout qu'il y a une forme d'aide qu'on peut accepter encore et d'autres qu'il faut définitivement bannir. Essayons de nous battre d'abord. Lorsque nous n'arriverons pas, à ce moment, on peut demander de l'aide. Mais lorsqu'on ne commence pas, puis on est assis là, les bras croisés, et on veut que ce soit les autres qui viennent donner à manger, ça ne marche pas. Ils vont vous donner à manger, mais ils vont vous traiter comme des enfants.
Venance Kona, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Écrivain, directeur général du groupe Fraternité Matin, le quotidien gouvernemental en Côte d'Ivoire. Votre dernier ouvrage, je vais le dire quand même, est paru en mars dernier aux éditions Michel Lafon, est intitulé donc « Si le noir n'est pas capable de se tenir debout, laissez-le tomber ». Et il y a un sous-titre qui dit « Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas l'empêcher de se tenir debout ». Merci d'être venu dans l'entretien du jour. Merci Ahmed. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.